Looks to Martin, single coverage. He caught it. He's the best in the game. Touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. C'est ma Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. La minique, nique, s'en allait tout simplement. That's what I do. I lay people out. Ho, ho, ho! Comment ça va, les petits-enfants? Bienvenue dans Touchdown et Tartiflette. Pour la semaine 17, nous allons voir qui a été sage en NFL et qui a été méchant. Pour Noël, j'ai choisi de missionner mes elfes préférés. Mon Rémi, mon elfe liégeois, et Johan, mon elfe bourguignon. Alors, mes petits elfes, vous avez été sages cette année? Salut Papa Rico, écoute oui, très à l'aise après cette introduction magnifique. Pour ma part, j'ai été relativement sage. Je sais pas si Johan est dans la même team, mais moi de toute façon je mérite tous les cadeaux de la terre, donc j'étais tellement sage que si vous pouviez me soigner Patrick Mahomes assez rapidement, ça serait bien. Un genou, tu demandes juste un genou sous le sapin. un genou et une O-line, s'il vous plaît. Bon, alors mes petits elfes, si on parlait de la week 16, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait des méchants, des gentils? Dites-nous tout. Il s'en est passé des choses, hein. Mon bon jeu Gactou. Ça a commencé en beauté cette week 16. Je pense qu'il y a un match duquel on doit quand même parler au début, c'est ce Seahawks-Rams. Très très sexy sur papier, on s'attendait quand même à une domination des Rams. Au final, on va dire les 3 premiers quarts nous donnaient raison. Et au final, au prix d'une remontada spectaculaire de 16 points dans le dernier quart, les Seahawks ont réussi à arracher une prolongation, pendant laquelle les Rams se sont quand même réveillés, ont réussi à scorer le premier touchdown. Mais la réponse des Seahawks ne s'est pas fait attendre. Et donc victoire 38-37 dans un match super important parce que du coup ils récupèrent le premier seed, la tête de la division. C'est un match qui avait énormément d'implications au niveau de la course au playoff en NFC. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, mon bon Jojo? C'était vraiment un match très intéressant et on a pu voir encore l'étalage du talent de Matthew Stafford. Je sais pas si on se rend compte, mais il joue à un niveau, mais moi je le répète chaque semaine, mais c'est extraordinaire. Il fait 457 yards sur ce match, 3 TD. Puka Nacua pareil en folie. Alors, il y en a les détracteurs vont dire ouais, Sean McVay a voulu jouer ce match et l'a perdu, c'est de sa faute. Il aurait dû prendre les points quand il fallait les prendre. Mais il est resté dans sa philosophie de la division. Il avait fait pareil le premier match contre les Niners où il avait tenté la 4e et 1 qui n'était pas passée. Les Niners avaient remporté le match en overtime. Là, c'était un peu la même chose. Moi, je pense que Sean McVay, il n'a pas peur de jouer les wildcards. Donc, c'est pour ça qu'il se dit bon, tant pis si on n'est pas premier. Après moi je le prends avec des pincettes, hein, c'est mon avis perso, ça respecte que mon avis perso, mais je me suis dit quand je l'ai vu tenter ses 4e, je me dis il teste son équipe pour savoir lesquels il tentera s'il faut en tenter une en playoff, parce que l'année dernière on sait que la 4e leur a coûté cher contre les Eagles et il veut pas que ça se reproduise, et je pense que c'est surtout ça qu'il essaie de faire, parce qu'il sait que malgré tout la plupart des matchs se joueront à Los Angeles, il y aura pas de déplacement parce que ils auront quand même un meilleur bilan. Mais ils iront peut-être à l'extérieur le premier match, mais le deuxième match ils devraient le jouer à domicile, je pense, s'ils passent les wildcards. Et encore, la division n'est pas finie, hein, malgré tout, parce que je crois que les Seahawks vont rencontrer les Niners, si je me trompe pas. En dernier match, ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, il reste encore, il y a des calculs à faire de leur division. Rien n'est fermé. Oui, après voilà. Chapeau aux Seahawks, bravo aux Seahawks qui ont su rebondir. Alors, bien sûr, il y en a, ils vont dire la conversion à 2 points, la première, elle est contestable, machin. C'est la règle, point barre, c'est la règle, c'est la règle. Pour moi, il n'y a même pas de discussion possible. Il n'y a pas de débat, le ballon est vivant. Je vais sortir une vidéo. J'étais d'ailleurs étonné du manque de réaction de la défense.
Enfin, des deux équipes, Exactement. en fait, concrètement. Exactement. Et heureusement que d'un côté, c'est le running back Chardonnay Chardonnay, voilà, qui va chercher Ouais. le ballon. Et même lui, je sais même pas s'il sait qu'il y a la conversion de points. Ouais, Il la prend. il est pas convaincu, il la prend en main, il est pas convaincu. Il prend en main pour dire que le ballon est là et parce qu'il est devant lui. Mais si c'est un Rams qui récupère le ballon, c'est exactement la même chose. Ouais. Quoi. C'est clair. Et du coup, voilà. Donc, et ça, c'est quand même un point technique quand même qu'on ne voit pas, qu'on voit très rarement en NFL, mais que les joueurs ne savent pas la règle, c'est quand même. Parce que même Sean McVay, il se connaît pas trop la règle, tu le vois sur la sideline et tout. Je me dis, c'est comme quand les Niners étaient au Super Bowl contre Kansas City, qui ne connaissent pas la nouvelle règle de l'overtime. C'est scandaleux à ce niveau-là. Tu es professionnel, ton coaching staff doit t'avertir, ton coaching staff doit te mettre au courant des nouvelles règles, des nouveaux processus. Bon, voilà, c'est une règle qu'on voit pas souvent. Je peux encore admettre que certains ne sachent pas la règle, mais en tant que joueur en attaque, tu dois la savoir, tu dois quand même la savoir un minimum. Les gens qui ont un minimum QI foot le savent. Alors après, tant mieux pour les Seahawks qui convertissent. Par contre, voilà, Sam Darnold, quand il a fallu être clutch sur la dernière possession et faire la conversion à 2 points, il l'a faite. Et on avait des gros doutes sur ça. C'est clair. Ouais, moi je dis bravo Seahawks, bravo coaching staff. McDonald pour sa deuxième saison c'est McDonald, hein, c'est ça, McDonald pour sa deuxième saison en tant que head coach et quand même montre vraiment j'aurais des coups de cœur pour certains coachs cette semaine, mais lui pour sa deuxième saison en tant que head coach, ancien coordinateur défensif des Ravens, montre qu'un coordinateur défensif peut quand même avoir une attaque qui tourne dans la NFL. Et même s'il est coordinateur défensif au départ, il peut avoir une attaque performante. Et ça, moi, j'apprécie ça, quoi. Ouais, c'est clair, c'était un match spectaculaire. Les Seahawks ont, je pense, fermé la bouche de pas mal de personnes. On a douté de leur possibilité de faire trembler ces Rams. Au final, ils ont réussi à réagir. Tout a bien cliqué effectivement dans le 4e quart. Sinon, on a un match un peu sans histoire. Mais voilà, ils l'ont fait. C'était vachement impressionnant et on sait que c'est pas anodin. C'est une équipe sur qui il faudra compter. C'est un déplacement périlleux aussi. Hein. Les matchs à Seattle, c'est jamais facile. Donc voilà. Et un JSN toujours au top, quoi. Ouais, JSN Pukanakwa, alors vous le mettrez dans le sens que vous voulez. Les deux sont extraordinaires. Juste le kicker des Rams qui n'avait pas loupé un field goal depuis le début de saison, rate le field goal, comme par hasard à Seattle dans un stade ouvert. Super important parce que s'il le met, le match il est terminé. Hein. C'est Rideau, Pepito, ils ont gagné le match à 2 minutes de la fin, je crois, c'est ça, ou un truc comme ça, je sais plus. Mais bref, voilà, mais ça fait partie du sport, et du coup, moi, quoi qu'il arrive, la NFC West, les Niners, ça va prendre notre pincette par rapport à leur défense, mais j'ai une attaque qui tourne. Mais par contre, Rams, Seahawks, je voudrais pas me les taper en wildcard ou même en divisional round parce que purée, tu risques de souffrir, hein, parce que oui, là, faut dire qu'ils ont pris beaucoup de points défensivement, mais il y avait des attaques en face extraordinaires aussi, quoi. Hein, faut le dire aussi. Hein. Et Kenneth Walker, quand même, 11 portées, 100 yards, c'est pas anodin non plus. Non, il arrive peut-être en forme au meilleur moment. Ouais, clairement, ils ont réussi à sortir le bon match quand il le fallait. Ils ont fait les stops qu'il fallait au bon moment aussi. On a eu un Pukanakwa, effectivement, des grands soirs qui dépasse largement les 200 yards. Enfin, c'est assez incroyable ce qu'il fait chaque semaine, en fait, concrètement. Lui et Stafford, le duo, puis ce fait de jouer à 3 tight ends, là, le jeu de Sean McVay, là, mais c'est dingue. Parce qu'en fait, n'importe quel tight end, que ce soit Davis Allen, que ce soit Parkinson, que ce soit l'autre, un ballon, n'importe lequel, il peut catcher le ballon à n'importe quel moment. Et on parle de génie offensif, mais Sean McVay, même s'il perd le match là, c'est quand même, pour moi, c'est le head coach de cette saison encore une fois, quoi. C'est incroyable. Ouais, clairement, c'est très impressionnant. Ils ont une fin de saison plus cool. Je pense que ça joue les Falcons et que ça joue les Cardinals. Donc je pense que pour les Rams, ça devrait le faire. Pendant ce temps-là, on a San Francisco qui joue 2 matchs relativement compliqués parce que c'est les Bears et les Seahawks. Les Seahawks ont d'abord un match contre les Ravens, contre les Panthers.
Ah, les Panthers? Ah, je crois que c'était les Contre Ravens. les Panthers. Pardon. Je pense que c'est les Panthers. Et ça fait un match, au final, pas si cadeau que ça, parce que les Panthers jouent leur cul aussi en playoff. Et après, on a le fameux Niners Seahawks de dernière journée qui va être très, très intéressant. En parlant de ça, on a vu hier la victoire des Niners face aux Colts. Bon, une victoire un petit peu sans histoire, mais au final, un beau Philip Rivers qui a réussi à sortir des stats. Un petit pick six qui vient entacher le tout. Mais je trouve qu'à son âge, faire une telle performance, ça reste sympathique. Ouais, non, mais alors moi franchement, moi je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça. J'avais discuté avec des fans des Seahawks. Tu te rends compte, on prend un touchdown par Philip Rivers. Bah, je suis désolé. Aujourd'hui, tu mets même Brady dans une équipe, il va réussir à te faire marquer un touchdown. Voilà, c'est quand même des joueurs hors pair. Et même s'il a emprunté. Ben moi, je l'ai vu faire des passes. Bon, le geste, il est moins fluide. On voit que le bras, il part, mais 45 ans, je sais pas si on se rend compte quand même, le bonhomme. Hein. C'est et bon surtout, ce qu'il fait. Voilà, retraite pendant 4 ans, c'est long, hein, c'est très très long. 27 points. 27 points, moi déjà, j'aurais jamais cru qu'il mettrait 27 points. Jamais non plus. C'est dommage que la défense abandonne à ce moment-là. Ben, c'est ce que je l'avais dit hier dans le foot US de A à Z, là, dans l'épisode de lundi soir. J'ai dit, pour le preview du match, j'avais dit, je pense que les Niners font la différence dans le milieu de troisième quart-temps. Et ça s'est vu. C'est à ce moment-là qu'ils remarquent 10 points. Et eux décrochent, ils marquent plus que 3 points à ce moment-là. Et là, la différence, elle est faite. Puis les Niners, on a beau dire ce qu'on veut, mais il va falloir quand même parler de Brock Purdy. Parce que il joue à un niveau depuis qu'il est revenu de blessure. Moi, il m'a encore 5 TD hier pour 295 yards. C'est énorme. Ouais. Alors, qu'on aime, je suis pas un grand fan de Brock Purdy, je le dis en premier, mais il faut admettre qu'aujourd'hui, moi, Brock Purdy, avec la saison qu'il fait, tout ce qu'il met il est dans la discussion des top 10 QB de la ligue aujourd'hui. Hein. On peut pas dire le contraire. Hein. À un moment donné, on parle des Dak Prescott, on parle des d'autres quarterbacks, des Jared Goff, des tout ça. Mais Brock Purdy, il a rien à envier à tous ces quarterbacks-là, un peu QB manager comme on appelle. Après, le système Shanahan, on a bien vu qu'aussi Mac Jones y arrivait aussi. Quand il a remplacé Purdy, mais là Purdy, moi je suis désolé, et on retrouve un Christian McCaffrey qui commence à reprendre des yards un peu à la course, et puis George Kittle, voilà, ils ont quand même une attaque quand même qui est assez performante, et on a que Brandon Ayuk qui est a fait le con. que vraiment lui je sais pas ce qu'il cherche, hein. C'est les joueurs joueurs NFL bien évidemment. Je pense que voilà. Vu ce qu'il a fait cette semaine, bref les gars, mais ça risque de manquer, je pense, des grosses cibles au niveau du poste de receveur, ça risque de manquer dans les playoffs. Puis quand tu vas jouer, alors quand il faut aller faire un marathon offensif, ça va aller, mais quand tu vas tomber sur des défenses qui vont commencer à t'accrocher, style par exemple les Eagles, qui quand même ont une défense solide, les Rams où ça manège beaucoup, ou même les Bears. Les Bears, c'est une grosse défense. Ben, quand il va falloir aller jouer ces équipes-là et que tu es un peu bloqué... t'es un peu bloqué offensivement parce que ça va arriver à un moment donné, hein, tu as des équipes et même s'ils ont tout le talent offensif qu'ils ont, hein, mais et que la défense elle va enquiller des pions, après pour faire le marathon offensif c'est un peu plus compliqué quoi, hein, donc quand tu dois te reposer plus que sur ta défense, c'est vraiment compliqué, mais les Niners font vraiment une belle saison, hein. Ouais, c'est un peu l'équipe sous les radars, on n'en parle pas trop, il y a beaucoup de blessés. C'est vrai que Purdy, comme tu l'as dit, pour moi, c'est un bon quarterback. C'est un excellent game manager parce que c'est vrai qu'il n'a pas des capacités athlétiques comme d'autres, hein, ça c'est clair et net. Mais pour moi, c'est un Mac Jones en très très fort. Exactement, mais oui, je sais pas, moi un Jared Goff qui est impressionnant dans sa poche et tout ça, c'est un peu le même genre de quarterback. Un Dak Prescott qui est un peu plus quand même à la course, il peut prendre ses jambes un peu plus athlétique et plus un peu plus athlétique, mais pour moi il est dans la même catégorie. Alors je dis pas qu'il est plus fort ou moins fort, ou c'est pas ce que je dis, mais si tu dois classer ces quarterbacks dans certaines catégories de QB élite, QB manager, QB moyen et tout ça, lui il est plutôt dans les QB manager plus quoi, on va pas se mentir, c'est clair, quoi. c'est clair.
Ah non, clairement. C'était un match au final. Je m'attendais pas à un score comme celui-là, pour être tout à fait franc. Je m'attendais à une défense des Colts assez solide. Je pensais pas que les Colts allaient scorer 27 points, mais voilà. Donc, tout doucement, les espoirs de playoffs s'envolent. Hein. Ouais. Tu sais très bien, Crémy, le problème, c'est d'avoir la meilleure défense ou l'une des meilleures défenses de la ligue. Quand tu reviens toutes les 3 minutes sur le terrain ou toutes les 2 minutes, 3-4e quart-temps contre une équipe comme les Niners où ils te pilonnent à la course avec McCaffrey ou machin. Parce qu'il faut pas croire, hein, mais c'est usant pour une défense de pas trop souffler, de pas installer les jeux et tout. Ça là-dessus, tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde, à un moment donné, ils fatiguent. Hein. Ouais, donc là on a des Colts qui sont quasiment éliminés des playoffs. J'ai envie de dire qu'ils sont éliminés, mais c'est vrai que quand il reste les 2-3% de chance, on ne peut pas officiellement parler de leur élimination. Mais c'est tout comme. Gros match à implication playoff, on avait aussi un Bears Packers qui a été pas spectaculaire, mais en tout cas surprenant. On sait que les Packers ont quand même perdu des éléments importants, je pense notamment à Micah Parsons. Mais quand tu mènes, pour moi, 16-9, après l'onside kick, il y a un gros coup au moral, il y a un petit effondrement, et voilà. Plus rien ne va du côté des Packers une fois qu'il y a un petit grain de sable dans la machine. Et les Bears, pour moi, ça sourit. Alors pour moi, ils font un bon match. Défensivement, c'est costaud. Ils font le boulot. Ils ne tuent pas peut-être quand ils peuvent tuer, ça c'est pas faux. Ils perdent quand même quand tu perds ton quarterback et tu perds ton meilleur joueur défensif. Ça fait beaucoup et c'est pour ça qu'on en a parlé pas mal, mais c'est pour ça que moi c'est Bears. J'ai un petit peu de mal à y croire, j'ai un petit peu de mal à m'emballer. Il y a toujours ce petit si, il y a toujours ce petit moi. Voilà. Et tu perds aussi Josh Jacobs dans le match qui était déjà incertain et il fait un premier carton. Voilà. Et quel joueur le plus et quel joueur le plus important, tu perds lui, Watson, on sait pas trop aussi non plus. Voilà. Puis, je suis désolé, le geste sur Jordan Love, il est moche. Il est vraiment moche. Tu vas comme ça, la tête la première, casque contre casque. Moi, je suis désolé, mais on parle de targeting en college football. Là, c'est un vrai targeting. Le joueur doit être expulsé, il doit plus être sur le terrain. Et voilà. Et ça change quand même un peu la physionomie du match. Même si Malik Willis est rentré, il a été plutôt correct et bon même ce qu'il a montré, Malik Willis. Moi, j'ai plus... Voilà, Caleb Williams, sur toute la partie du match, je ne l'ai pas trouvé excellent, mais il n'a pas fait d'erreur. Par contre, les 2 derniers plays qu'il faut faire, il a été très bon. Il était clutch. Il était clutch quand il devait être clutch, effectivement. Voilà. Mais par contre, moi, je m'appuie là-dessus aussi. Alors, ça ne veut pas toujours tout dire. Ça veut dire oui et non. C'est les stats, en fait, les stats, on les interprète dans le sens que ça nous arrange. Ouais. Moi, je le présente toujours comme ça. Et il est encore en dessous de 60% de complétion. Voilà. C'est tous des petits trucs quand même qui fait que aujourd'hui, quand tu es en playoff, quand tu vas aller en playoff, si ton quarterback est en dessous de 60% de complétion, tu as peu de chance d'aller au bout. Alors, c'est très compliqué. Je tape sur Caleb Williams, il a progressé, il a quand même... Mais je me dis, tu mets certains quarterbacks derrière la O-line des Bears aujourd'hui, il peut faire aussi bien. Il peut faire aussi bien, je pense. Tu vois, j'extrapole, mais tu vois, tu vois, un Jacoby Brissett, voilà, sans dire ce qu'il est, mais je dis pas qu'il serait capable de tout faire parce que l'avantage de Caleb Williams, il est capable de faire durer des jeux avec son jeu de course en train de slalom entre les joueurs, ça il est capable de le faire. Mais je me dis, tu vois, à Kyler Murray, peut-être il serait capable de faire ce qu'il fait, tu vois. Moi, je sais pas, il y a des quarterbacks, je pense qu'il ferait peut-être aussi bien, quoi. Alors je dis pas que, voilà, je vais pas pousser Caleb Williams sous le bus. Mais moi, je demande vraiment à voir beaucoup plus parce que il a quand même des flashs par moment. Tu te dis, ouais, purée, il est vraiment fort. Puis il y a des trucs, tu te dis, mais c'est pas possible. Ouais, moi, je trouve que sur la régularité, parce que pour moi, c'est quand même le point fort d'un quarterback, c'est la régularité. C'est quand même compliqué pour lui. Après, il est jeune, c'est sa 2e saison. On va pas quand même cracher dessus. Mais je te rejoins et je serai, à mon avis, jamais un Williams believer. Mais voilà. Et pour moi, il y a une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, hein. Mais je vois un petit peu les Bears de cette année comme les Commanders de l'année dernière. C'est une équipe qui fait une super saison, mais si on me demande l'année prochaine, je suis prêt à mettre beaucoup sur le fait que ça va être beaucoup plus compliqué. Et là, moi, je pense qu'aussi il a de la chance de s'appuyer sur un Ben Johnson qui design des jeux à la course et ainsi de suite. Ouais. Et aussi une O-line qui le protège plutôt bien. Parce qu'aujourd'hui, mets-le derrière une O-line des Texans comme CJ Stroud.
c'est mort. Hein. Moi, je pense qu'il explose. On l'avait vu à USC derrière sa O-line. Il avait explosé à USC, O-line mauvaise. Exactement. Il force. Et voilà. Mais après, voilà, ça fonctionne très bien pour lui. Mais. Ouais. Moi, j'ai changé dans un groupe dimanche matin. Je dis c'est pas possible qu'il soit que. Alors il y en a, ben oui. Tu regardes les 2 dernières passes et les 2 dernières touchdowns, bah oui, purée, c'est élite et tout. Ouais, mais regardez le match complet. Oui, c'est ça. Bon, il fait pas d'erreur. Ouais. Mais il fait pas non plus. Faut pas oublier qu'à 2 minutes 04 de la fin, ils sont menés 16-6. Ouais. Il fait aucune erreur, il fait ce qu'il faut, il a été clutch. Et force est de constater que pour le coup, pour l'instant, je le trouve assez clutch ces dernières semaines. Mais voilà, typiquement, pour l'instant, les Bears sont 2e. Il y a de fortes chances que les Packers finissent 7e. Les 2 équipes s'affrontent au premier tour des playoffs. Personnellement, s'il y a Jacobs en forme et Love frais, je mettrais les Packers. Je vais être franc, si je dois miser, je miserais Packers. Donc voilà, pour moi, c'est une équipe qui est là. Et franchement, ils font une super saison. On ne les voyait pas à ce niveau-là. Personne ne les voyait 2e de NFC. Donc, et moi, pour moi, c'est plus les Packers qui perdent le match que les Bears qui gagnent leur match. Même s'ils le gagnent, on ne va pas leur ôter ça. Ils l'ont gagné, ils l'ont très bien fait. Mais si les Packers aujourd'hui, tu mets un Romeo Doubs là, qui fumble sur le l'onside kick, Et tu sens qu'il est en stress au moment de la recevoir. Il n'y a rien de serein dans ce qu'il fait. Et pour moi, c'est clairement un problème. Après, on a parlé de ce Packers en long et en large. Et sur un onside kick comme ça, je sais pas, moi, Rémi, tu connais le foot aussi, peut-être depuis plus longtemps que moi, hein, bien évidemment. Moi, je suis désolé, tu mets ton meilleur receveur. C'est pas Romeo Doubs le meilleur receveur chez les Packers à ce moment-là. Non, c'est pas les mains les plus sûres, c'est pas. Voilà. C'est un gars dangereux quand il a la balle dans les mains, mais c'est pas ce qu'on cherche sur un onside kick. Exactement. Et donc voilà, c'est une défaite qui peut coûter cher au décompte final, qui fait du bien aux Bears parce que ça leur permet de rester dans le haut du classement. Voilà. Pendant ce temps-là, on avait aussi une victoire un peu sans histoire, on va dire, des Eagles, qui ont quand même galéré en première mi-temps avant de prendre le large en deuxième. Bon voilà, match un petit peu sans histoire malgré tout. On a retrouvé une équipe des Eagles qui au final a su être relativement efficace. Un match classique de Jalen Hurts, on est en dessous des 200 yards, mais 2 touchdowns, pas d'interception. Barkley a fait du Barkley. Ça leur fait du bien. Au final, c'est une équipe qui respire. Il y aura un match très intéressant entre les Bills et les Eagles la semaine prochaine, mais on en parlera plus tard. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Donc voilà. Les autres résultats cette semaine, on a Cowboys Chargers. Les Chargers confirment leur statut d'équipe de playoff. Moi, je sais pas sur quel pied danser avec ces Chargers. Mais moi, à un moment donné, il va falloir quand même qu'on se pose la question Justin Herbert. Hein, parce que il a joué encore à un niveau là, sans line, sans rien. Particulièrement parfait. Là, c'est incroyable. Puis il retrouve Allen McConkey. Marion Hampton leur refait du bien quand même aussi. Hampton fait du bien de fou. Hein. Le fait d'avoir un bon running back qui est là, ça le libère. Là, au line, il y a toujours ses blessures. On sait que ça peut être dangereux, mais le gars prend des cartons et arrive à compléter des passes. Donc, c'est quand même... Une fois qu'ils sont passés devant et qu'ils ont pris une possession d'avance et une possession et demie, c'est fini. On les a pas revus du match. Et les Chargers, il y a quand même un truc où ils sont vraiment bons, c'est qu'ils encaissent très peu de points. Ils ont quand même une défense à la Harbaugh, où on disait Harbaugh, attention, machin. Mais Harbaugh, il fait quand même lancer parce que Justin Herbert, je sais pas si on se rend compte, sans O-line. Hein, il faut savoir qu'il n'y a pas ces 2 tackles titulaires. Il fait quand même 23 sur 29, 300 yards de TD. Et le mec, il prend une pression de folie. 42 yards à la course et un TD d'ailleurs. Et ça, on le voyait pas trop souvent les dernières années. Mais là, ce coup-ci, incroyable. Pour moi, il a réussi à courir sans se mettre en danger déjà. C'est une très belle chose. Super important. Et il l'a fait à des moments importants parce que ça a vraiment été le coup de grâce pour Dallas. Je pense notamment au long run de plus de 30 yards. C'est clair. Et ne prendre que 17 points contre Dallas parce qu'on rigole de Dallas, mais on sait que c'est une belle attaque. C'est une très belle attaque. Et voilà, franchement, c'est costaud. C'est une équipe au final qui va être chiante à jouer. Exactement. Et t'as Pickens quand même qui fait 7 réceptions, 130 yards d'un TD. C'était quand même, un sacré match de sa part. Hein. Faut pas. Et puis on peut dire ce qu'on veut des Dallas Cowboys, mais les Dallas Cowboys offensivement,
on n'a pas grand-chose à leur reprocher cette saison. Hein, Non, il faudrait un running game un peu plus stable. Mais, c'est ça. Ouais. Mais sinon, pour le reste, on a un quarterback qui fait le taf parce que pas de conneries du côté de Prescott qui fait 21 sur 30 pour 2 touchdowns, aucune interception. C'est quand même des stats qui font du bien. Donc voilà, il y a rien à dire. Malheureusement, il manque une défense du côté de Dallas. C'est vrai qu'ils auraient eu un joueur comme Micah Parsons, peut-être que qui sait. Mais ça change un peu une équipe. Voilà. Ouais. légèrement. Et voilà. Donc on passe à la suite. On a eu un match dont on parlera pas, sauf si tu as quelque chose à dire, entre les Vikings et les Giants. Non. Victoire des Vikings. Voilà. C'était un match un peu inintéressant. Bengals Dolphins, on en parlait. Pour finir, apparemment pas de sabotage pour le coaching staff des Bengals. On a vu des Bengals qui ont littéralement roulé sur les Dolphins. Il n'y a pas eu de suspense. Q Newers a montré qu'il n'était pas encore NFL ready. On va pas lui en vouloir. C'est un premier match, c'est pas facile. Voilà. Il a comme pour moi sur certains plays, j'ai vu de belles choses. Mais c'est un premier match. Il y a la moitié des titulaires qui jouaient peut-être pas. Ouais. Bon, t'as Damon Hatchen qui fait qui aide beaucoup. Jalen Waddle, bien évidemment, mais voilà. En face, c'est quand même la semaine dernière. Je sais pas ce qu'ont les Bengals, mais là. Un Joe Burrow, quand il a 25 sur 32, 309 yards, je veux dire, et 4 TD, la moitié des équipes s'inclinent face à Burrow, plus de la moitié des équipes. Il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire, et donc ça montre que de nouveau, on prie pour avoir un Burrow en bonne santé pendant toute une saison, parce que ça reste un gâchis. Sérieux, Quel gâchis. Oh là là, c'est terrible. Ouais. La suite, c'était un match où on s'est rendu coup pour coup pendant un bon bout de temps entre les Panthers et les Bucks. Il y a eu des changements de leader pendant tout le match, tout simplement. Et au final, c'est les Panthers qui ont réussi à s'imposer 23-20. Ils prennent une petite option du coup sur la qualif en playoff, sur la division. Il y a un nouveau match entre les Panthers et les Bucks qui doit se jouer, je pense, en dernière semaine. Donc ça va être très intéressant. Mais au final, ces Panthers, moi, je les ai trouvés plutôt bons. On a vu un Bryce Young qui a fait exactement ce qu'il devait faire. On a vu de nouveau un Tetero Macmillan qui était au top quand il le fallait. Il a quelques réceptions très clutch. Il a un touchdown aussi. Et voilà, je m'attendais pas à ça. Après, les Bucks, c'est vrai qu'ils sont un peu décevants sur les 2 derniers mois. Mais je m'attendais pas trop à ça. Un Bucky Irving qui est là. Donc, je me suis dit, ça va faire mal. Et Buka qui, au final, n'a qu'une seule réception et qui commence à s'enliser sur cette fin de saison. C'est dommage. Une défense qui ne sait pas répondre quand il le faut. Il y a eu quelques sacs que je pensais qu'il allait être décisif pour la défense des Bucks. Au final, ils n'ont pas réussi à capitaliser là-dessus. Victoire des Panthers, belle option sur les playoffs. Les Bucks sont toujours en course, mais moi j'ai l'impression que on a une courbe ascendante pour les Panthers et une courbe descendante pour les Bucks. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, je sais pas si Rico il voulait intervenir, mais Père Noël, quelque chose. Rico Noël. Tout va bien. Allez, je vais en profiter pour faire une petite bise à GG que c'est presque trop jeune pour connaître GG de Radiosa, vous en avez peut-être entendu parler. Voilà, GG de Radiosa qui participera peut-être un peu au play-off, mais qui est actuellement sous la crue depuis 2 jours. Et donc, il sèche, il décope et il répare. Voilà. Et il nous embrasse tous et il dit Go Lions. Voilà. Donc, Go Lions. Je vois GG qui est un éternel mauvais enfant. Alors, pour revenir vite fait sur le Bucks Panthers, que dire moi je pense que Todd Boyd s'ils vont pas en playoff là c'est la fin, on va se dire clairement, et la dernière action du match reflète un peu la tendance en ce moment des Bucks, l'incompréhension entre Evans et puis Mayfield. Les deux se comprennent pas. Alors Mayfield lance le ballon, oui tu dis mais quelle saucisse, mais non parce qu'il attendait vraiment Evans là, c'est vraiment une incompréhension. C'est une décision de seconde, ils prennent pas la même décision. Ils prennent pas la même décision alors qu'ils se connaissent par cœur. Voilà, ça marche pas. Et là, ce coup-ci, je pense qu'ils payent aussi le vieillissement de l'équipe en défense. Même s'ils font les plays, ça commence quand même, ça tire la langue, quoi. Physiquement, ça tire vraiment la langue, quoi. On voit contre un running game imposé comme ça, imposant aussi, ça fatigue.
Et puis moi, je dis par contre chapeau aussi quand même aux Panthers, où on voit vraiment comme une progression par rapport à l'année dernière. On savait pas trop Bryce Young à un moment donné, et je pense que le match contre les Rams lui a vraiment donné confiance cette victoire. Depuis là, il est plutôt correct. Et on peut pas dire qu'il s'est appuyé trop sur son jeu de course ce match-là, parce que... Non, parce ils ont qu'il y a pas été terribles d'ailleurs. Hein. Voilà, ils ont pas été essayé, terribles. ils ont longtemps essayé, mais... et par contre, on a Taylor McMillan, ouais, on voit vraiment que c'est un top wide receiver et que ça sera un top wide receiver, quoi. Donc, c'est très très fort. Et chez les Bucks, Jalen McMillan qui revient de blessure, on voit qu'il est encore un peu court parce qu'il rate des ballons qu'il ne ratait pas l'année dernière. On voit l'année dernière, il était très bon. Ouais, sur hier, ça a duré un peu longtemps et on voit qu'il manque de rythme, quoi. Ouais, clairement. Donc voilà, ça c'est une affaire à suivre dans cette division. C'est pas la plus sexy, mais en attendant, ce sera la bataille jusqu'à la dernière semaine, sans aucun doute. Autre match sans histoire, désolé pour Shaggy, mais c'est la défaite des Jets face aux Saints. Au final, les Saints commencent à tourner un petit peu. On va pas dire que c'est une bonne équipe parce qu'on les a longtemps jugés comme étant. Entre battre les Jets et dire que ça tourne, c'est quand même Je vais pas incendier les Jets si je comptais pas si je dois me taire, sinon ça va me porter le mauvais œil cette semaine. Mais on a vu un bon match du quarterback des Saints, Tyler Shout, qui a été de nouveau assez bon, assez spectaculaire aussi, dépasse les 300 yards. Et il montre qu'au final, il progresse pour un si jeune quarterback en manque d'expérience qui fait justement le plein d'expérience, c'est pas mal. Bon, en face, on a Brady Cook qui lui a montré ses limites, je pense, malheureusement. Donc, match sans histoire, mais compliqué l'affaire. Après, jeu dans NFL, parce que faut pas oublier que Shook, c'était le coéquipier de Justin Herbert à Oregon. Ouais, clairement. Donc, voyez, c'est un rookie de 42 ans, mais un rookie quand même. Après, t'es rookie quoi qu'il arrive. Hein, t'es rookie, hein. Mais non, après voilà, pour relativiser un petit peu, et quand même dire chapeau, 32 sur 49, 308 yards. Il a réussi à se connecter avec Chris Olave. C'est comme 10 réceptions, 148 yards de TD. Et moi, je veux appuyer aussi le coaching. Enfin, ça commence un peu à se mettre en place. Il y a des choses où on voit des actions. On a revu aussi leur tight end légendaire. J'ai perdu son nom. Taysom Hill qui fait une passe de touchdown aussi, je crois, si je me trompe pas, sur Chris Olave. Bref, on revoit des jeux un peu designés et on voit que l'équipe reprend confiance et ça fait 3 victoires de suite. 3 victoires de suite, et notamment face à deux équipes qui se bataillent pour les playoffs. Hein. Il y a Bucks et Panthers dans la bande. Donc, Exactement. Et j'ai envie de dire, ils travaillent pour la saison prochaine. Et on verra ce qui se passera. Mais certaines choses se mettent en place. Donc, à voir. Et là où je respecte encore plus la performance du vieux rookie, c'est qu'il n'y avait aucun running game du côté des Saints dans cette rencontre. Et malgré tout, il a réussi à sortir son équipe très, très largement. Après, c'est vrai qu'offensivement, du côté des Jets, ça a vraiment été catastrophique. 29-6 face aux Saints, c'est compliqué. La suite, c'était un match décevant, mais une victoire importante quand même pour les Bills face aux Browns. J'ai l'impression qu'ils ont tout fait pour perdre. Et ils n'y sont pas parvenus. Bien essayé quand même, j'aurais apprécié un effort de plus, mais voilà. Ouais, après, je sais pas si on peut tirer des enseignements sur ce match. T'as remarqué qu'il est désagréable avec quasiment toute la NFC Est. Hein. Il a chié sur les Dolphins, les Jets et les Bills. Il manque juste une équipe. Après, si je reprends les paroles d'Olivier Rival, on en parlait justement. Si je reprends les paroles d'Olivier Rival, c'est la plus laide victoire des Bills de l'ère Josh Allen. Ouais, il est dur. Olivier. On est toujours plus dur avec ceux qu'on aime. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, parce que il y a eu d'autres victoires, des fois des victoires à l'arraché. Tu te demandes comment ils ont fait pour la gagner, puis il y a des victoires, tu te demandes comment ils ont fait pour la perdre, des défaites comment ils font pour la perdre. Ouais. Là, à un moment donné, Josh Allen quand même a failli prendre un safety. C'était assez dingue comme l'action. Là, oui. Il se blesse un petit peu d'ailleurs sur l'action. Il se blesse un petit peu. Et voilà, mais par contre, quand il a fallu faire les plays et mettre la grosse pression sur Shedeur Sanders, faire les sacs et tout ça, machin, parce qu'ils peuvent conclure le match avec quasiment 2 possessions, ils tentent pas les field goals, ils préfèrent tenter les 4e, bref, bon, voilà. Mais voilà, moi, je retiendrai pas ce match en
en point de détail pour la saison des Bills parce que bah, l'essentiel c'était de gagner, ils se sont assurés, voilà, ils ont dit bah tiens, quand fallait accélérer, ils ont accéléré et puis voilà quoi, ce que je dis quoi. Avec un Greg Rousseau décisif avec 2 sacs et demi et des sacs super importants, je pense qu'il y en a 1,5 en fin de match. Ça leur a fait du bien quoi. Puis James Cook, on va en parler, mais c'est sans doute il est dans le top 3 des running backs cette année et il est pas 3e quoi. Voilà. Ouais, exactement. Je suis d'accord avec toi. Et ils sont toujours bien présents dans la course à la FC Est. C'est vrai que les Pats ont leur destin entre les mains suite, on va en parler justement, à une victoire face aux Ravens. Pour moi, c'est un peu une victoire, tu le dis toujours, on est plus sévère que les siens, mais c'est un peu une victoire à la Bears parce qu'on profite clairement de la blessure de Jackson. Pour moi, d'un coaching absolument hallucinant dans le 4e quart, je comprends pas. Il y a Derrick Henry qui nous roule dessus, c'est 24-13. C'est ça. Et il touche plus le ballon. Il ne touche plus le ballon. Et ils arrivent en red zone, ils lui donnent pas le ballon. Tu comprends pas. C'est incroyable, ils ont donné le match. Après, il fallait aller les chercher, je suis content. C'est la première fois qu'on voit un May aussi clutch qui arrive à relever l'équipe aussi. Et qui balance qui balance 2 drives sympas, mais malgré tout, il fait pas son meilleur match. Il y a des erreurs, il y a des interceptions et des fumbles. Donc, il y a à boire et à manger dans cette performance. C'est clairement pas son meilleur match, loin de là, mais c'est la première fois où on a eu l'occasion de le voir clutch, ce qui n'a pas été face aux Bills dans le dernier drive, par exemple. Il a 4 tentatives sur lesquelles il fait un peu n'importe quoi. Là, quand il le fallait, il a été bon, donc ça, c'est cool. Il a fait des grosses boulettes qui auraient pu coûter cher si Jackson reste sur le terrain, si on décide de plus donner le ballon à Henry. Et ils ne l'ont pas fait. Du coup, les Pats sont toujours leur destin entre les mains pour la FC Est. Il leur reste 2 matchs, un face aux Jets, un face aux Dolphins. A priori, ça devrait le faire, mais on sait que les matchs de division, il suffit de demander aux Saints, c'est pas toujours dans la poche. Et voilà, les Ravens, par contre, je comprends pas. T'imagines s'ils se font sortir par les Jets, quoi? Il y a un monde où ils sont en play-off, ils sont qualifiés. Ils sont d'ores et déjà qualifiés, mais il y a un monde où les Jets peuvent leur niquer leur titre. Ouais, mais non, parce qu'en fait, il faut que les Bills gagnent 2 fois. Il faut que vous perdiez 2 fois, que les Bills gagnent 2 fois. Si vous êtes à égalité, c'est vous qui avez le tiebreaker. Le tiebreaker, ouais. Et parce que j'ai écouté l'autre jour un podcast sur les Bills et il disait que justement, même si les Pats perdaient là, il faut qu'ils gagnent 2 matchs encore et que vous en perdiez un. Et que pour repasser devant. Donc là, vous avez normalement le tie-break sur eux par rapport à ça. Et du coup, voilà. Donc je pense que vous allez largement gagner un des 2 derniers matchs. Alors ça devrait le faire sans problème, effectivement. Ça devrait le faire. Alors, à prendre avec des pincettes, mais il me semble que c'est ça. Je vais vérifier. J'avais en tête que les Bills avaient le tie-breaker, mais c'est possible que non. Donc après, il faut reprendre les confrontations de chaque équipe, chaque défaite et tout ça. Donc il y a tout ça qui rentre en compte. Et moi, voilà, Drake May, voilà, je l'ai trouvé. Je l'ai pas trouvé bon du tout sur ce match. Après, il a été bon au bon moment, comme un Caleb Williams, mais je l'ai pas trouvé bon. Je l'ai déjà trouvé meilleur cette saison. Et là, j'ai dit purée, les Ravens ont tout fait pour perdre ce match aussi. Le fumble à la fin et tout, ils ont tout fait, tout. C'est assez dingue, Mais bon, tant mieux pour les Pats. Eh oui, effectivement. Et qu'est-ce qu'on a eu comme autre rencontre cette semaine? On a eu un match entre les Lions et les Steelers. Personnellement, je suis très déçu des Lions. Je pensais pas qu'ils pouvaient se faire secouer comme ça contre les Steelers. Je sais que les Steelers ont une bonne défense. Je sais que c'est pas ridicule devant non plus avec Rodgers qui sait gérer un match. Mais voilà, pour moi, c'est un match que les Lions à domicile doivent gagner. Et ils ne le gagnent pas. Du coup, les chances de playoff sont très très minces maintenant. Et voilà. Et pour le coup, j'ai l'impression les Steelers vont le chercher ce match. On peut y croire un petit peu en fin de match du côté des Lions, mais c'est trop tard, quoi. Non, je suis extrêmement déçu. Je m'attendais à mieux. Goff fait un bon match, hein. On peut rien dire. Il fait un bon match, mais de nouveau, on en avait parlé. Quand le running game n'est pas là, ça gagne pas. Et comment on peut expliquer dans un match qui se termine 24-29 que Jahmyr Gibbs il est 7 portées pour 2 yards? 2 yards en 7 portées, je sais pas. Je comprends pas. Ça s'appelle du moonwalk.
Ça s'appelle du non, moonwalk, mais- exactement. hein. Et de l'autre côté, ils se sont fait ouvrir à la course par Jalen Warren. Pas celui qu'on attendait, on attendait peut-être plus Gainwell. Ouais. Et c'est Warren qui fait 14 portées pour 143 yards de TD. Je sais pas si on se rend compte quand même le match qu'il fait. Ouais, Et puis on a une réception, peut-être l'une des réceptions de l'année aussi. Quand tout va dans ton sens, c'est assez incroyable. Il est couché par terre, il arrive à récupérer le ballon. Bref. Mais comment dire, en plus le match se finit un peu bizarrement parce qu'avec les décisions arbitrales, bon, il y a l'interférence offensive est liée d'Amon-Ra St. Brown sur Jalen Ramsey. Jalen Ramsey joue bien le coup, mais elle y est. Par contre, l'action à la fin, quand même, si il siffle pas l'interférence de passe offensive, le jeu d'Amon-Ra St. Brown pour passer le ballon à Jared Goff, il est assez dingue. S'ils perdent là-dessus les Steelers, c'est grave parce qu'il rate le field goal, pareil. Cameron Dicker, pas Cameron Dicker, leur kicker, je sais plus, Boswell chez les Steelers, qui est quand même très solide, Chris Boswell, et qui rate le field goal. Et en plus, là, on est dans un dôme, donc tu peux pas dire que t'es à l'extérieur et tout. Et là, il rate dans un dôme où il tape le poteau. Alors que si les Steelers, ils mettent le field goal, le match est terminé, point barre, quoi. Il restait 2 minutes pour les Lions et ils auraient, c'était fini, quoi, parce qu'ils avaient 2 possessions d'écart, quoi. Donc, ou une conversion à 2 points, mais c'était compliqué contre les Steelers. Conversion à 2 points, c'est un peu compliqué. Bref, donc voilà. Effectivement. Ouais, c'est compliqué et du coup, la course au playoff s'envole un petit peu. Grosse déception, je pouvais pas voir les Lions en dehors de ces playoffs. Force est de constater que ça risque fortement d'être le cas. Et attention, c'est dommage, c'est vraiment dommage. McTominay encore une saison positive et attention, les Steelers malgré tout, même si on les voit pas et qu'on les sent un peu moyennas et tout ça, je voudrais pas me les taper en playoff non plus, parce que TJ Watt n'a jamais gagné en playoff un match. Eh ben, j'ai du mal à croire que TJ Watt fasse toute sa carrière sans gagner un match en playoff. Ouais, c'est vrai, hein, c'est une équipe dont il faut se méfier. Ils joueront un match à domicile en plus. En hiver, du côté des Steelers, on sait que c'est pas des matchs faciles. Il y a de l'expérience au poste de quarterback. Faut plus présenter Rodgers. Malgré tout, j'arrive pas à m'extasier pour eux. Ils finiront même en 4e, ils joueront un match à domicile. Et comme tu dis, il faut se les taper. À Chargers, Steelers, oui, les Steelers peuvent gagner. Ils peuvent battre les Jaguars, ils peuvent battre les Pats, ils peuvent battre les Broncos. Sur un run game un peu à la con et un fumble provoqué ou 2 fumbles provoqués, tu tapes les Broncos et puis ta défense n'arrive pas à step up et Rodgers, il cook ce match-là, tu te fais sortir bêtement chez les Steelers et tu te dis pourtant ils sont nuls et tu vas perdre à 19, même pas, ça se trouve à 14-13, un truc comme ça pourri, et tu sais pas pourquoi, mais tu vas le perdre. Tu peux perdre un match, comme tu dis, 14-13 avec 5 turnovers, quoi. Exactement, non mais c'est ça. Et ils n'arrivent pas à conclure le match, et de l'autre côté, ils reviennent et ils se font peur, mais ils gagnent le match. Ça peut arriver très bien comme ça. Moi, je me rappelle, une année à Kansas City, c'était encore donc Alex Smith, le quarterback, et ils gagnent qu'en marquant des field goals. Ouais. Ils ont marqué c'est dingue. Donc c'est les Steelers de Mike Tomlin, même si mais tous les ans on a des équipes comme ça, on n'arrive pas à s'extasier devant, mais les Steelers vont encore finir en positif et ils seront encore là en playoff et ils vont encore embêter du monde. Alors si se tapent les Bills, ils sont sortis, ça c'est sûr. Si se tapent les Bills, ils sont dehors, mais bon. C'est pour ça que j'ai pas cité les Bills. Comme tu l'as vu, j'ai cité les 5 autres équipes de playoff. Mais pour moi, les Bills, voilà. Parce que les Bills sont un peu leur bête noire quand même. C'est pas comparable. Les Bills sont un peu leur bête noire ces dernières saisons. Et ces Steelers sont intrigants malgré tout, ça il faut leur laisser. Et ils sont bien coachés, hein. Tu l'as dit, Mike Tomlin, c'est pas pour rien qu'il est là depuis si longtemps, c'est pas pour rien qu'il est tout le temps en playoff. Et il faut respecter. Ouais, c'est clair. Bon, DK Metcalf qui se fait, on mettra en cause que DK Metcalf a été mettre une patate à un supporter. Voilà, il est suspendu 2 matchs. Ça c'est pas malin, Génie de la NFL, quoi. Génie de Ole Miss. Génie de Ole Miss. C'est pas malin du tout. Mais voilà. Alors. On a eu un autre match. On va pas parler beaucoup du match des Chiefs parce que non, mais on peut éviter. Je te remercie. Tu perds Minshew rapidement. Tu te retrouves avec un quarterback qui fait ce qu'il peut. On peut pas jeter la pierre à un QB3 dans une rencontre comme ça. Et je jette la pierre à personne au final. Au coaching staff.
Un petit peu au titulaire quand même qui joue habituellement et qu'on Qu'on vient envie de foutu jouer. sur le terrain quoi. Ah, Ouais, ah, franchement, moi tu peux perdre avec ton QB3, il y a aucun problème, même avec Minshew tu peux perdre. Il y a aucun souci, mais un minimum, donne-toi un minimum sur le terrain. J'ai posé la question dans le 4e carton ou à la fin du match aux copains sur le groupe, mais je dis mais Chris Jones il a joué et en fait tu vois qu'il a joué mais il a rien fait quoi. Il a rien produit, j'ai à un moment donné moi, est-ce que je tu veux crois bien, pas qu'ils vont tout perdre pour essayer d'aller gratter un tour de playoff un tour de Je draft sais un pas. peu plus sympa? Alors, le match de ce week-end, on verra parce que c'est à Arrowhead, c'est le dernier match de la saison, c'est les Broncos. J'allais dire, tu fais pas ça s'ils font ça contre les Broncos, c'est un scandale. Exactement. Ils l'ont fait l'année dernière, mais on était en playoff et qualifiés, donc c'était différent. Ça c'est pas la même situation. Là, tu sais que c'est le dernier match de la saison, c'est le dernier match à Arrowhead cette saison. On reverra pas l'équipe avant septembre l'année prochaine. Donc là, tu peux faire chier un rival aussi. Je sais pas, on gagnera pas le match, je suis quasi sûr. Mais si on peut les embêter un petit peu. Ben voilà, et les faire douter un petit peu avant les playoffs, pourquoi pas. Mais pour moi, tu n'offres pas sur un plateau une première place en conférence à une équipe rivale de division, c'est pas possible. Exactement. J'espère pas. En tout cas, j'espère pas. Et je serai levé à 2h15 du matin pour voir ce match, bien évidemment. Ah, c'est beau. Quel courage, mais quelle abnégation. Là, du coup, on parlait des Broncos. Sans transition, on va parler d'eux. En tant que fan des Chiefs, est-ce que c'est vrai que Taylor Swift ne devient plus au match? Si, elle est toujours là, mais tout simplement, elle est cachée dans les endroits où les caméras ne peuvent pas la filmer. Ça a été dit. Elle est là à tous les matchs. Tous les matchs, elle est là. Elle est souvent avec la femme de Jason Kelce, qui est souvent là avec les enfants. Et elles sont cachées vraiment dans un coin où l'autre jour, elle était filmée avec elle portait la petite de Jason Kelce. Mais elle est là à tous les matchs. Et pareil, avant d'arriver au stade, elle se fait plus filmer. Elle a demandé à ce qu'on la filme plus et tout. Donc, elle rentre en furtif par derrière, quoi, en gros. Voilà. Et est-ce qu'elle veut plus se faire filmer puis qu'il gagne plus autant, tu crois? Je sais pas. Moi, je suis demandé cet été au mariage, si tu veux. Elle a honte de se faire voir avec. Je vais peut-être recevoir, en tant que fan de Kansas City numéro 1, peut-être que je vais recevoir une carte MVP, puis je serai installé à la bonne table au mariage. Je serai entre Harrison Butker que je vais insulter tout le long du mariage, puis de l'autre côté, j'aurai pas de Mahomes où là je lancerai des éloges toute la soirée. Tu pourras lui masser les genoux, effectivement. Voilà. Ouais, c'est vraiment ce qu'il faut dire pour se faire inviter à un mariage. Mais Harrison Butker, il est à ma table, je l'insulte. Et je te comprends très bien. Et donc, ce match entre les Broncos et les Jaguars, match très intéressant. Les Jaguars qui terminent fort quand même. On voit Lawrence faire de grandes choses. On l'attendait depuis longtemps et là, c'est peut-être en train d'arriver. Les Broncos, pour moi, c'est une défaite méritée, mais c'est surtout, je pense, méritée sur l'ensemble de la saison parce qu'ils s'en sont souvent sortis par le chat de l'aiguille. Ils avaient un bilan un petit peu flatteur, je trouve, à la manière d'autres équipes. Mais là, on a vu clairement que la meilleure équipe sur le terrain, c'était les Jags. Si on peut pareil admirer le boulot de Liam Cohen. Alors c'est pas le plus intelligent en conférence de presse. Je l'ai dit dans le podcast des Broncos tout à l'heure où j'étais invité. Je vais quand même le dire. Faut pas oublier comme Liam Cohen s'est barré de chez les Bucks. Mon enfant est malade, je prends l'avion. Mon enfant est malade, je peux pas venir à la réunion. Oui, tu seras là l'année prochaine. Oui, je serai là. Et en fait, il s'est barré à l'essayer chez les Jaguars. Donc voilà l'intelligence de Liam Cohen. Par contre, il est intelligent sur le terrain. Et il faut admirer quand même le talent qu'il a eu. Il n'a jamais fait jouer du côté de Pat Surtain quasiment tout le match. C'était incroyable. C'était Moss qui était visé en permanence. Et du coup, pas avec Myers, pas avec c'est Bryant Brian Thomas Jr. Thomas, voilà. C'est Washington qui a fait mal. Et Parker Washington. Et pourtant, on aurait pu croire que c'est Myers ou Thomas, ouais. Ouais, ou Brian Thomas qui allait faire la différence, et non. Et moi qui l'ai bien connu à Clemson, et je vois le Trevor Lawrence qui a emmené Clemson au titre. Alors je dis pas qu'il va emmener les Jaguars, mais il ne rate rien. Tout ce qu'il fait, il le fait bien.
Il prend les jeux à la course quand il faut. Travis Etienne, on retrouve un Travis Etienne impactant à chaque match. Pas en stats, mais toujours dans le moment où il faut, au moment clé. Ouais, il va chercher des premières tentatives quand il est faux, clairement. Et je sais pas si vous avez vu la posture de Trevor Lawrence par rapport à l'année dernière quand il snappait le ballon et maintenant ils l'ont montré sur. Ils ont changé les stances droite-gauche. Et la façon où il a se pencher en avant pour envoyer le ballon plus de force, plus rapide, tout ça. Et tout ça, on voit que Liam Cohen, c'était un coach quarterback, on le voit. Et là, on voit qu'il a donné une confiance à Trevor Lawrence que depuis un mois, ce que font les Jaguars, c'est quand même. Il faut pas oublier qu'ils ont battu cette saison. Ils n'ont pas rencontré que des peintres cette saison. Et là, il faut un match parce qu'au Broncos, il fallait aller s'imposer. On rentre dans le troisième quart-temps. Je sais pas si pour moi c'est l'un des plus beaux matchs que j'ai vu de la saison, hein. Des deux côtés. Fallait voir les défenses, elles se rentraient dedans, mais elles se mettaient des coups. Les quarterbacks se relevaient, les receveurs se relevaient. Et j'ai trouvé vraiment ce match, mais d'une intensité de playoff, faut le dire. Et ça a basculé du côté des Jaguars parce que Packer Washington a réussi à trouver la solution. Ils ont blitzé énormément Trevor Lawrence, mais Trevor Lawrence avec ses jambes, c'est pas un peintre, il le faisait aussi à Clemson. Il est très capable de le faire. Il a su prendre les coups qu'il devait prendre. Il prend 5 sacs dans la gueule, mais mine de rien, ça l'a pas fait trembler. Exactement. Et puis, puis stat, quoi. Hein, franchement, c'est. Ouais. Et puis, alors, Bonix, je vais pas lui tomber dessus parce que, pareil, quand tu le vois à un moment donné, moi, je suis un grand détracteur de Bonix et d'Oregon. Pour moi, les joueurs d'Oregon, ils te choquent toujours. La preuve, Justin Herbert, tout ça, machin. Bref, c'est mon petit focus college football. Ta petite cible facile. Voilà, ma petite cible facile, voilà. Ils ont jamais remporté de titre, voilà, tu vois, c'est facile. Mais bref, mais Bonix, je me dis, cette année, il a quand même fait d'énormes progrès et quand il envoie le touchdown en premier carton sur Cortland Sutton ou le deuxième carton, la passe qu'il fait, je dis mamma mia, je vais pas dire de gros mots, mais je dis enfoiré, voilà. J'y lui mets bien, hein, franchement. Et moi, mais par contre, quand tu as vu qu'il a fallu courir après le score, on voit que Sean Payton a quand même ouvert le cahier de jeu depuis 2 semaines, un peu plus important. Et là, quand tu vois qu'il a voulu faire forcer Bonix à un moment donné, pam, interception, parce que la défense des Jaguars, c'est celle qui intercepte le plus les équipes adverses, faut pas l'oublier. Et Bonix à un moment donné, et Sean Payton, alors tout Sean Payton qu'il est, moi je suis moins fan quand il va voir Bonix et puis qu'il va lui mettre une petite bourrée ou lui dire pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as lancé le ballon là. Et tu vois Bonix sur la sideline, il lui explique et tout. Saison, et puis on l'a déjà vu l'année dernière qu'il se prenait la tête sur la sideline et tout. Des fois Bonix parce qu'il a un caractère un peu chaud aussi, on va pas se mentir, mais voilà, Sean Payton plutôt va lui dire, allez, tu vois, ce que ferait un Andy Reid, tu vois, il va lui causer, tu lui tapes sur l'épaule, c'est pas grave, on oublie, quoi, tu vois. Et tu vois, Sean Payton, il est pas comme ça. Mais d'aller voir Bonix et puis de lui dire, pour moi, c'est la meilleure chose pour le frustrer et de le mettre un peu dans le doute pour les matchs d'après. C'est pas ce que j'aurais fait, quoi. Surtout à ce moment-là. Alors, le mec, il te fait 3 interceptions contre les Jets où c'est une équipe moyennasse et tout ça. Là, contre les Jaguars, plutôt, va lui taper sur l'épaule, lui dire, c'est pas grave, t'inquiète pas, faut mieux la perdre de là qu'en playoff. Moi, c'est ce que j'aurais dit, quoi, tu vois. C'est un peu dans le sens là que. Mais par contre, on a insisté pour moi, le plus beau match de cette journée, c'était celui-là. Il était incroyable, ce match. Incroyable. Niveau tactique, technique, qualité sportive, intrinsèque et athlétique aussi d'ailleurs. On a des bonnes équipes qu'on va retrouver d'ailleurs, en playoff, donc c'est quand même assez sexy. Les Jacks, j'y croyais pas trop. Ils ont eu un gros trou en début de saison après 3-4 matchs. Là, ils ont eu 3 défaites de suite, je pense. Un peu comme les Chargers, en fait. Après avoir battu Kansas City, où ils gagnent parce que Kansas City se tire dans les pattes et tout machin, ils s'effondrent un petit peu. Et là, ils sont remontés. Et Liam Cohen a changé aussi le système d'arrêter les slants, d'arrêter un peu les passes courtes là de Trevor Lawrence. Et elle a commencé à lâcher le bras de Trevor Lawrence. Et on voit que Trevor Lawrence, malgré tout, quand il est en confiance, faut pas oublier quand même, à Clemson, c'est un mec qui a jamais perdu un match en college football, faut le dire aussi, c'est pas rien non plus. On progresse à tout âge. Moi, je pensais que Trevor Lawrence, ça va attacher au plafond. Peut-être pas. Peut-être qu'avec Liam Cohen, il va encore monter un peu plus. Et moi, voilà, je vois le Trevor Lawrence que je voyais à Clemson. Alors, de là à dire qu'ils vont aller au Super Bowl et remporter le Super Bowl, je serais content pour mon copain Antoine qui est fan des Jaguars, mais on n'y est encore pas.
Par contre, ça m'embêterait de les voir sortir au premier match des playoffs. J'espère qu'ils vont vraiment capitaliser. Et s'ils sont sortis en Divisional Round ou en AFC Championship par une équipe meilleure ou par des faits de match, et puis voilà, ben c'est comme ça, c'est le jeu. Mais par contre, si tu sors au premier match des wildcards, je serais déçu, quoi. Comme qu'ils ont fait contre. C'était quoi c'était il y a 2 ans, je crois, ou je sais plus. Ils battent les Chargers, je pense. C'est ça, non, et puis après ils tombent contre Kansas City. Non, mais à coup pas. J'avais la tête, c'est l'inverse, c'est les Chargers qui avaient ils avaient très mal entamé le match, les Chargers surdominés, et on s'était dit, les Jags, et au final ils ont bien réagi. Mais après, effectivement. C'était le match-là. Et on pourrait se retrouver avec un Jaguars-Chargers, effectivement, en playoff. Ça pourrait être un rematch. Les 2 quarterbacks seraient beaux à voir. Hein. Ça pourrait être beau. Hein. C'est 2 équipes qu'on attend toujours et qui déçoivent souvent. Et au final, cette saison, ils ont réussi à crever un peu le plafond de verre, comme l'a fait Trevor Lawrence, en fait. Et en fait, moi, je suis désolé. Alors, on verra après pour les playoffs, mais on voit vraiment les coachs, quoi. Tu vois, Harbaugh chez les Chargers, on doutait de lui à Michigan, le mec il va faire que le run game, il va que courir. Il a un quarterback comme Justin Herbert qui s'en sert très très bien. On voit que l'attaque elle est performante, ça enquille des points et tout. Il a l'attaque et les running backs qui font des. Et puis là, moi je suis désolé, mais Liam Cohen, il fait rentrer les Jaguars dans une autre dimension et on voit que c'est un génie de l'offense, c'est pas pour rien. Moi, après on verra ce qui se passera, peut-être qu'ils vont te choquer, machin. Mais franchement. Moi, les Jaguars, aujourd'hui, je me lève pour regarder des matchs comme ça chaque week-end. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Clairement, je suis d'accord avec toi. Je te rejoins totalement. Et ça fait, c'est cool de les voir atteindre un niveau qu'on attendait peut-être il y a 2-3 ans, mais au final, c'est pas grave d'attendre. La stabilité, enlever les vieux coachs avec le cahier un peu poussiéreux et un Liam Cohen qui arrive avec un nouveau fond de jeu. Et faut pas oublier que Liam Cohen, c'est quand même lui qui a remis Baker Mayfield sur le devant de la scène aussi. Faut pas l'oublier chez les Bucks. Et on voyait comment jouait Baker Mayfield la saison dernière. Comme un Ben Johnson avec les Lions, avec Jared Goff. Là, on voit que Liam Cohen, ça commence à bien marcher. Alors après, on verra. Faut voir sur la continuité. Mais pour cette saison, pour une première saison de head coach, bravo monsieur, quoi. Ouais, c'est clair. D'accord avec toi. La suite, donc il nous restait quelques matchs, un match sans histoire entre les Falcons et les Cards. Je pense qu'on peut s'en passer, 26-19 pour les Falcons. Une victoire un peu plus étriquée que prévu pour les Texans. 23-21 face aux Raiders. Au final, le fait de bencher Geno Smith, ça lui a peut-être fait du bien. Il sort un de ses meilleurs matchs de la saison. Pas exceptionnel, mais correct. Et enfin, Ashton Ginty qui fait sa première vraie belle performance. 128 yards au sol en 24 portées, donc on lui a fait confiance. Et une réception pour 60 yards, et donc un touchdown. 2 touchdowns au total. Je suis content de le voir parce que je l'attendais réellement. On a attendu très longtemps avant de voir sa performance. Ça lui fera du bien. C'est vrai que c'est la fin de saison. C'est vrai qu'il y a une défaite. Mais psychologiquement, ça fait du bien de sortir une bonne performance face à une telle défense, surtout. Voilà, face à une telle défense, j'allais le dire. Après, la défense a pris peut-être le match un peu sous le coude aussi. Ouais, on sait ce que c'est humainement, on sait ce que c'est. On va chez les Raiders, voilà, humainement, t'as plus moins tes plaquages, t'as plus moins. Tu vois, tu joues contre les Bills, tu vas être un peu plus motivé. Là, t'es un peu moins motivé. En plus, t'es déjà la week 16, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Mais aujourd'hui, on va le voir, il y a un Raiders Giants ce week-end. Par rapport aux performances et à l'instant T, je parie les Raiders et on aura peut-être les Giants qui seront premier choix de draft l'année prochaine, quoi. Et les Raiders deuxième. Il faut se rappeler que Brady est allergique aux Giants. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Mais pas en saison régulière. En saison régulière, oui. Donc voilà, on a fait le tour de cette semaine. On va passer à la suite. Je pense on entrecoupera de discussions, sans doute course au playoff et autres dans nos petits pronos. Mais voilà, on commence le jour de Noël. On sait qu'on a des matchs à regarder. Voilà. Et je vous rappelle que tous les pronos, il faut rappeler aux gens qu'il faut liker la vidéo sur YouTube, mettre des commentaires pour nous insulter, nous faire des recommandations ou nous rentrer ses pronos sur chrononfl.com avant tout. Ouais, alors essayez tant que le site est encore en vie. Voilà. On est en train de l'animer tant bien que mal.
Mais bon, voilà, il est un peu en PLS, mais il va tourner jusqu'à la fin de la saison, on espère. Ah, et surtout- notre site s'inspire de la saison des Jets, donc malheureusement, faudra vraiment serrer la ceinture. Surtout que j'ai gagné la semaine dernière, je tenais, quand même, c'est important de le dire. Personne ne fait Et des on embrasse Scooby des Jets. Oui. Et Voilà. malheureusement, Scooby, on sait que les temps sont durs. Joyeux Noël à toi quand même. Après, s'ils battent les Pats et qu'ils nous privent d'un titre de division, je suis persuadé que sa saison sera réussie. Ouais, c'est sûr. Feu Scooby, on pense à lui maintenant tous les jours. Shaggy, pardon. Excuse-moi. Shaggy. Ouais. On peut peut-être lui offrir un jour un maillot. Y arriveront-ils un jour? I still believe. Éternelle reconstruction, je sais pas. A New Hope, tu vois. Scooby aurait dû travailler dans le BTP, je pense, mais voilà. Après, avocat, c'est bien, parce qu'il faut vraiment de bons arguments pour les défendre. Mais on admirera quand même qu'il batte record sur record chaque semaine. C'est la 15e match de suite sans interception pour les Jets. Merci, messieurs. Bravo, messieurs. C'est quelque chose. Le pauvre, il est pas là, mais il l'a rhabillé pour Noël. Hein. Il a rien demandé à personne. Et ils ont même réussi à foutre un quarterback qui s'appelle Brady. Donc, écoute, ils ont tout essayé. Hein. Ils ont tout essayé, tout. Bon, alors, les matchs cette semaine, quels sont les cadeaux, quels sont les morceaux de charbon, qu'est-ce qu'il y a pour nous pour Noël, alors? Bah, pour Noël, malheureusement, on commence par un Commanders Cowboys qui aurait pu être sympathique en début de saison. On se serait dit, pourquoi pas deux équipes dangereuses. On est gâtés à Noël. On est gâtés, super cadeau. 2 déceptions. Ça devait une paire de chaussettes trouvées, quoi, sous le sapin. Mais, personnellement, je vais avec les Cowboys. Oui, oui. Voilà, quoi. Voilà. On va pas dire plus. Vikings Lions. Pareil, c'était une belle affiche en début de saison. L'année passée, c'était le match pour définir le vainqueur de la conférence. Eh ben moi, tu vois, ça se joue chez les Vikings et la défense des Vikings, pour moi, peut prendre le dessus encore. Et je me demande voir s'ils n'ont pas pris un coup vraiment sur le casque là avec cette défaite. Et psychologiquement, pour se remettre, ça va être dur, je pense. Ça va être très compliqué. Je mets les Vikings parce que vu le match aller, comme ils ont mis en PLS Jared Goff, ils peuvent le reproduire. Hein. Donc là, clairement, le coordinateur défensif des Vikings, son nom m'échappe. J'arrive jamais à retenir les noms exacts. Pareil, j'ai le même problème que toi. Bref, le corps défensif des Vikings, là, il va blitzer à 75% dans le match et puis on avance gagnant, quoi. Goff risque d'avoir chaud au cul. Mais voilà, personnellement, je pense que les Lions. On sait qu'ils ont ce qu'il faut, mais malgré tout, je me dis, s'ils perdent, les playoffs sont officiellement over. S'ils gagnent, ils restent dans la course, si tant est que certains résultats tombent. Donc voilà. Ils n'ont pas leur destin entre les mains, quoi. Ils n'ont pas leur destin entre les mains. Là. Ils n'ont même pas 10% de chance de les faire, et je n'y crois plus pour eux, mais voilà. Sur ce match-là, pour moi, ça devrait le faire. On passe à un Chiefs-Broncos dont on a parlé. Voilà, on a des Chiefs qui sont décimés, mais qui jouent un match face à une équipe qu'on n'aime pas laisser gagner. Dernier match à Arrowhead, tu l'as précisé. Voilà. Pour moi, ça peut être... Normalement, ça ne doit pas être accroché, mais ça peut être un match accroché parce que s'ils ont envie, les Chiefs peuvent les faire chier. On a pas mal d'absents sur la O-line. Ça revient petit à petit. On a plus d'absents en attaque. Par contre, défensivement, on est quasiment presque au complet. Ouais. Voilà, si on veut prouver quelque chose, c'est peut-être là et essayer d'embêter les Broncos. Bon, les Broncos sont largement, on va dire, favoris. Voilà, je demande à voir, mais si on embête les Broncos et imaginons sur un accident on gagne le match, je serai heureux. Ma saison sera réussie, on va dire. Allez. C'est beau ça. C'est très beau ça. Donc moi personnellement, c'est vrai que je vois les Broncos passer, mais ça peut être un match si la défense des Chiefs. En fait, si les Chiefs ont envie de jouer, ça peut être un match sexy à regarder. Parce que Spagnuolo peut sortir. Mais s'ils n'ont pas envie, c'est mort. S'ils ont pas envie, ça va être une branlée, quoi.
On connaît Spagnuolo avec ses titulaires. La semaine dernière, on n'avait pas McDuffie, tout ça. On les a là cette semaine. On connaît comment ce qu'est capable de faire Spagnuolo sur un match, seulement un match. Si c'est celui-là, il faut le faire. Et ben Spag, fais-le. Et puis, embête bien les Broncos et Sean Payton pour les mettre dans le doute avant les playoffs. Ça serait bien. Ce serait une bonne inspiration. Et je ne dirais pas non. Hein. Pour être franc, je ne dirais pas non à une défaite des Broncos. Et comme dirait mon ami fan des Raiders, si les électriciens pouvaient leur passer devant, ça serait bien aussi. Effectivement. On se déteste tous dans la division, mais les seuls qu'on aime bien, c'est les Chargers, parce qu'ils sont toujours innocents, toujours. C'est bon vieux Chargers. Donc voilà, ça c'était le 3e match de Noël. Donc celui-là se fera de la nuit de jeudi à vendredi. Ensuite, on a un match samedi, un beau match sur papier, très beau match sur papier entre les Chargers et les Texans. Implication playoff, ça va jouer, ça va être costaud. Je pense que ça peut être sexy. Et à la bonne heure. C'est bien, à 10h30, c'est bien. 22h30, on pourra tous le regarder, on n'a pas d'excuses. Voilà, c'est ça. Et ben là, je sais pas qui mettre, quoi, en fait. Je crois que j'ai mis les Chargers parce que c'est chez eux. Mais si tu me dis que les Texans ont gagné ce match, je serais pas surpris. Et si tu me dis que les Chargers ont gagné ce match, bah, j'aurais dit, on aura encore vu un grand Justin Herbert. Et voilà ce que je me dis, donc je sais pas. J'aurais dit avant le match de cette semaine où c'est vrai que les Texans l'ont pris tu l'as dit, l'ont pris par-dessus la jambe. Ouais, c'est toujours un peu risqué ce genre de choses, mais voilà, j'aurais dit Texans avant les matchs de cette semaine. Les Chargers m'ont convaincu cette semaine. Est-ce que ça va suffire? Allez, je donne mon petit avantage aux Texans. Ça va être un match serré, ça va être un match très intéressant et une implication place en play-off et position dans le classement très importante. On n'aura peut-être pas un score de folie, mais par contre, on aura deux belles défenses qui vont embêter vraiment les deux attaques, quoi. Ça, c'est sûr, par contre. Et je suis très curieux de voir ce que va faire. Pour moi, le match-up intéressant, c'est Herbert face à la défense des Texans, parce que c'est un gars qui sait prendre des coups, c'est un gars qui a montré... Pour moi, il montre son évolution, même si ça fait quelques années qu'il est là. Malgré tout, je vois de la progression. Et donc, ça va être très, très, très intéressant. C'est un des matchs de la semaine. Les deux équipes sont déjà qualifiées pour les playoffs, donc il y a moins cet aspect winner go home. Mais malgré tout, on sait que la position en playoff peut quand même être très, très importante. Et puis les Texans veulent peut-être accrocher aussi la première place de leur division. Les Chargers peuvent aussi accrocher la première place de leur division. En plus, ils sauront le résultat des Broncos juste avant. Et en sachant qu'ils rencontrent les Broncos le dernier match de la saison, quoi. La semaine d'après. Donc, ça va être... ouais, exactement. C'est très, très intéressant à suivre. Ouais. Et après, on a un match qui aurait pu être intéressant entre les Packers et les Ravens. Mais personnellement, ces Ravens m'ont un peu... déçu. C'est courant alternatif, mais malheureusement, c'est très souvent, ça s'éteint dans le 4e quart. On a des Packers... ça dépendra de l'état de santé des joueurs, ça dépendra de l'infirmerie. Si on a une équipe des Packers qui est ready to go, personnellement, je vois pas comment les Ravens peuvent les battre. Non, puis les Ravens, je pense que là, ils vont lâcher aussi psychologiquement. Ouais. Et puis aller jouer au Lambeau le 28 décembre. C'est pas le bon timing. C'est comme aller jouer à Chicago. Ça fait. C'est compliqué, ça fait mal. Ça pique un peu le bout du nez. Hein. Quand je les vois s'échauffer, torse nu, les mecs, je dis allez. Rhabillez-vous, vous allez choper une pneumonie. Moi, je suis coach, rhabille-toi, tu vas choper une pneumonie. Fais pas le con. Clairement. Donc pour moi, Packers, sur celui-là, les Packers qui jouent aussi leur qualif en playoff, donc il y a de quoi jouer. Donc, et on a bien et même si Jordan Love est absent, un Malik Willis sur un match, il est tellement double menace et tout, et ça embête souvent les Ravens aussi, les QB double menace défensivement. Et là, je me dis que même si la défense elle a progressé un petit peu quand même aux Ravens ces derniers temps, je me dis que même Malik Willis, ce qu'il a montré l'année dernière, quand il a fallu être là, il l'a montré. Donc je me dis pourquoi pas, mais je me dis Packers chez eux dans le froid, je me dis on n'est pas à l'abri qu'il n'y ait pas de la neige non plus, hein, donc. C'est clair. Non, c'est clair. Ça peut être un match intéressant à suivre. Ça aurait dû être un match beaucoup plus intéressant, je pense, parce que les Ravens sont décevants cette saison. On quitte le grand froid du Lambeau Field pour aller du côté de Miami, pour aller se dorer la pilule dans le derby floridien entre les Dolphins et les Bucks.
Bon, je pense que c'est pour les Bucks. Hein. Miami, on a un peu débranché le. Ouais. Je pense qu'on Bah a après, les débranché. Bucks, les Bucks, s'ils veulent encore Les y Bucks, croire, faut gagner. Faut gagner. Ils aiment bien débrancher aussi les Bucks, donc c'est aussi le problème. Ouais. Personnellement, je vois Bucks parce qu'implication playoff, mais Tu m'aurais mais il dit, y a un gros tu m'aurais dit que les Jacks c'était la meilleure équipe de Floride cette année, je t'aurais dit oh. Et au final, bah voilà. Ouais, je vois pas une large victoire des Bucks, mais je vois une victoire des Bucks. Non, ouais, accroché, mais voilà, en sachant qu'en plus, oui, ils ont benché Tua et tout, ils veulent. Ouais. Ça va être compliqué pour les Dolphins. Jets Patriots, bah, de nouveau, les Jets peuvent flinguer la saison des Pats, donc attention, méfiance. Je les vois plus motivés que face aux Saints, clairement. Après, au niveau talent, pour moi, malheureusement pour les Jets, il n'y a pas photo, donc j'ai mis les Pats sans prétention aucune, parce que pour moi, c'est un match qu'ils doivent gagner. Si t'es en playoff, c'est un match que tu dois gagner. Après, oui, de nouveau, on sait que les Patriots ont eu un calendrier facile. Leur bilan est relativement flatteur aussi par rapport au niveau général de l'équipe, selon moi. Mais c'est un match qu'ils doivent gagner. On sait qu'il y a une rivalité, voilà. Donc, avantage Patriots. C'est une rivalité, mais il n'y a pas match sur le papier. On va pas se mentir. C'est pas manquer de respect aux Jets de le dire. Et je pense que les Jets là, ils ont abandonné leur coach, je pense aussi. Ouais. Et quand je disais éternelle reconstruction pour plaisanter, mais cette franchise c'est terrible parce qu'on peut pas dire qu'ils ont pas investi. De toute façon, ils ont complètement lâché la saison en tradant carrément donc Sauce Gardner. Alors là, tu te demandes, ils ont beau récupérer tous les premiers tours du monde, hein. À un moment donné, moi je sais pas, moi les Jets, les pauvres, ils sont sur un cimetière indien, c'est pas possible, c'est pas possible de. Non, mais ils ont tout essayé. Aaron Rodgers, en pleine forme, il se pète les talons d'Achille la première saison, machin, tout. Tu te dis, ils avaient comme des joueurs intéressants, Brissy Hall, et tout ça, la O-line, c'était intéressant, machin. Ils avaient comme des joueurs défensivement, quand c'était le défensif coordinateur, maintenant qui est aux 49ers, qui était head coach, Robert Saleh. Ils avaient quand même fait des belles premières saisons défensivement. Ils ont tout essayé et là je me dis ils ont voulu prendre Aaron Glenn. Aaron Glenn, on voit que c'est limité en tant que head coach. Moi je sais plus quoi dire. Pour moi il faudrait c'est malheureux, mais il faudrait virer tout le monde et puis repartir avec un nouveau coaching staff, un nouveau truc. Parce que le problème des saisons comme ça, il y a des équipes qui les ont connues. Mais tu vois, par exemple, les Lions, au début de Dan Campbell, la fin de saison, elle était un peu comme ça, tu vois. Que là, la fin de saison des Jets, elle est vraiment... Elle creuse. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine encore, quoi. C'est terrible, je sais pas, moi. Cette équipe, je sais pas où ils vont. C'est catastrophique. Un naufrage. En parlant de naufrage, on a les Browns qui affrontent les Steelers. Il y a une rivalité entre les deux, il y a ce qu'on veut, mais je pense que j'ai un peu craché mon venin sur les Steelers, mais ce match-là pour moi ils l'emportent. Les Browns ont montré qu'ils pouvaient être un petit peu résistants, mais on a une équipe des Steelers qui a une défense qui va trop les ennuyer. Miles Garrett va peut-être aller chercher son record pendant cette rencontre. Là, il va aller le chercher sur ce match. Ouais, c'est le chose le plus intéressant du match, on va dire. Et donc, pour moi, c'est le seul élément intéressant du match. Victoire des Steelers, j'imagine que tu es d'accord avec moi. Ouais. La passation de TJ Watt à Miles Garrett. Ouais. Les deux seront sur le terrain. Bref, voilà, Miles Garrett s'est mérité pour l'ensemble de sa carrière. Et puis voilà, moi, je lui souhaite qu'il le réussisse. On verra bien. Mais il a de grandes chances de saquer Rodgers sur ce match, ça c'est sûr. Ça devrait arriver, je pense aussi. Ensuite, on a un match qui aurait aussi pu être intéressant en cours de saison, un Colts Jaguars. Les Colts étaient grands favoris il y a quelques semaines pour remporter leur division, voire la FC. Il y a eu un effondrement, il y a eu des blessures. Pour les Jags. Non, oui, les Jags, et puis Jonathan Taylor, il n'y arrive plus, de toute façon, il n'y a plus... mais tout seul, un running back, c'est rien à faire, malheureusement. Exactement. Pourtant, il a une bonne ligne devant, mais là, tout le monde l'attend, de toute façon, on charge la boîte et c'est terminé, quoi, voilà, donc, même si tu as des bons receveurs, Alex Pierce, tout ça, Josh Downs, c'est quand même intéressant, hein, ce qu'ils font, on va pas se mentir, hein, mais
Mais puis Philip Rivers, malgré tout, si tu perds contre Philip Rivers, à un moment donné, voilà. Quand t'es candidat en playoff, quand t'es dans la course pour un bon spot en playoff, non, tu peux pas perdre. Sur le pass rush qu'ils ont avec Josh Allen Haynes, si je me trompe pas, voilà, que j'écorche pas son nom. Ben rien que lui, il est capable de saquer au moins 3 fois Rivers sur ce match, quoi. Donc c'est pas manquer de respect à Philip Rivers, mais là j'ai là, quoi. On va pas se mentir, quoi. Ouais. Plus un Armstead, plus tu l'as dit, une équipe qui intercepte énormément. Ils vont aller chercher leur 20e interception de la saison, à mon avis, cette semaine. C'est clairement pour moi un match sans trop de suspense. Il va y avoir des bonnes questions à se poser parce qu'un Devin Lloyd qui doivent re-signer cette année parce qu'il est agent libre. Moi, je l'adorais à Utah. Il a mis très longtemps à venir, un joueur élite en NFL. Et là, pour moi, c'est l'un des meilleurs linebackers du pays. Et il a de bonnes mains. 5 interceptions cette saison, je pense. Il est incroyable, Devin Lloyd. Il est incroyable. Et c'est des bonnes questions à se poser pour les Jaguars. Mais lui, il ne faut pas le laisser partir. Hein. Non, clairement. Il y a une pépite. Autre match, pas sexy du tout, c'est Titans Saints. Personnellement, on a vu des Titans très contents de pouvoir dominer face aux Chiefs qui n'avaient pas envie de jouer, mais j'ai l'impression que les Saints sont un peu au-dessus. Ouais, là, sur la dynamique et tout, il y a clairement une belle dynamique du côté Saints. Donc, moi, je mets les Saints. Moi, les Titans, si on doit récupérer un joueur des Titans à Kansas City, je vais chercher Simmons. Il faut aller le chercher, il faut lui donner un contrat. Parce que c'est lui, mais il est capable de jouer offensivement, il est capable de marquer des touchdowns, il est capable de. Non, mais franchement, le mec, puis défensivement, il est incroyable. Mais par contre, voilà, les Saints, quand même, montrent quand même de belles choses. Et pareil, même si ça se joue aux Titans, je veux dire les Saints parce que sur l'ensemble de la saison, là, sur les 3 derniers matchs, ils sont quand même en pleine confiance, plus rien à perdre. Et puis voilà, puis ils essayent de. Chris Olave va aller chercher son contrat, je pense. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Il va chercher les yards quand il doit aller les chercher. Panthers Seahawks. Du côté des Panthers. Bon, je mets les Seahawks, mais pour moi, ça va pas être si facile que ça. Méfiance, parce que les Panthers ont l'art de faire déjouer un petit peu les autres. Quand tu vois comme ils ont battu les Rams, tu te poses des questions quand même. Clairement. C'est ça le truc, tu te dis, comme ils ont battu les Rams, tu te dis, mince, est-ce qu'ils vont la faire à l'envers aux Seahawks, possible? Et les Seahawks, on sait que derrière une grosse victoire comme ça, tu peux avoir un petit relâchement des fois. Coupable, ouais, clairement. Ouais. Et ça se joue aux Panthers, malgré tout. Ça se joue chez les Panthers. Si je me trompe pas, oui, c'est ça. Ouais, c'est chez les Panthers. C'est chez les Panthers, ouais. S'ils veulent valider leur ticket en playoff, tu passes à 9-7, c'est plus tout pareil. Et voilà. Et attention, parce qu'il y a quand même un truc qui est quand même impressionnant chez les Panthers, c'est leur défensive. Leur défense, je veux dire, qui progresse de match en match et qui fait les plays qu'il faut au bon moment, quoi. Et Sam Darnold peut peut-être être mis un peu dans le doute, quoi. Ouais. Pardon. À tes souhaits. Merci. Et donc voilà, on est sur un match qui pourrait être intéressant. Seahawks favori clairement, mais malgré tout, attention. Puis on a un Bengals Cardinals. Bon, Bengals à domicile, je les vois gagner. Joe Cool va continuer à faire du Joe Cool. Et en face, on a des Cards. C'est 450 yards, 5 TD là. Ouais. Et en face, il pourrait bien y avoir 350 yards et 2 TD, hein, mais 2-3 TD pour Jacoby l'envoie, mais voilà, donc Bengals. Jacoby Brissett est à peine, il est à 90 yards d'être aux 3 milliards cette année. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui voudrait déjà avoir un quarterback minimum à 3 milliards. Franchement, respect à lui. Hein. Il a perdu son receveur numéro 1 pendant une bonne partie de la saison. Et il n'a pas les plus belles cibles, mais franchement, c'est un gars un besogneux. On a un magnifique Raiders Giants. Les Raiders qui sont peut-être sur la bonne voie, qui sait, pour faire une fin de saison un peu plus sympa. 2 victoires et 13 défaites pour les Raiders qui font une saison dégueulasse. 2 victoires pour 13 défaites pour les Giants qui, pour moi, font une saison moins dégueulasse. Mais il y a un gros mais, c'est que ça perd tout le temps, quoi. Du côté ça perd tout le temps et on voit... on commence à voir un peu le quarterback j'ai pas du son. Jackson Dart perd un peu en vitesse et qui stade beaucoup moins qu'avant. Ça y est, les équipes NFL s'adaptent à lui aussi. Le voit comment il va courir, le voit comment ils ont adapté les plays aussi par rapport à ça.
Et du coup, je vois plus les Raiders parce que sur la dynamique du match contre les Texans, et c'est chez eux. Et je me dis, les Giants, moi, ça fait 2-3 semaines que je les vois quand même s'il y a des choses intéressantes. Mais quand je vois le match de ce week-end de Jackson Dart, je suis un peu plus inquiet quand même. Là, tu vois. Ouais, je suis un peu comme toi. J'étais clairement Giants sur ce match avant les résultats de cette semaine. Ouais. Mais là, ça bascule un petit peu. Dart. Le dernier match, je crois qu'il fait 7 sur 13 ou un truc comme ça. C'est très peu. Quoi. C'est très, très peu, clairement. Donc, voilà. Pour moi, c'est limité. Puis, on a deux rencontres assez sexy. On a un Bills-Eagles du côté des Bills. L'avantage du terrain pourrait peut-être faire la diff, mais ça va être un match très très intéressant avec de grosses implications aussi. Donc compliqué. J'ai donné mon avantage aux Bills parce que j'ai l'impression qu'ils sont malgré tout en mode hiver playoff. Les Eagles ont un bon match pour montrer ce qu'ils valent pour moi. On va voir ce que vaut cette défense face à Josh Allen. C'est un énorme test, c'est un match-up très très sexy sur papier. Les Bills, faudra faire gaffe parce que le jeu au sol, la défense au sol des Bills, elle peut craquer et on n'a pas à présenter Saquon Barkley. Ce serait pas étonnant d'avoir un Barkley à 150 yards. Si c'est le cas, je vois pas comment les Bills peuvent gagner. Puis un AJ Brown et puis un Devonta Smith, même si on le répète chaque année, chaque match, même s'ils sont pas servis à 100% et qu'on devrait faire plus avec eux. Alors moi j'ai un doute, est-ce que Jalen Carter sera là? Je ne sais pas s'il sera là ou pas. Si Jalen Carter est là, je mets une pièce sur les Eagles. Si Jalen Carter n'est pas là, ça manque sur le pass rush des Eagles. Ça n'a rien à envier quand même aux joueurs qui sont là, mais c'est plus pareil quoi. Jalen Carter, c'est un playmaker, c'est clairement un playmaker défensif. Il aurait que Josh Allen à faire. Là par contre s'il n'y a pas de Jalen Carter, l'attaque des Bills, Josh Allen, il est capable de jongler entre chaque défenseur des Eagles et puis de slalomer entre, ça, il en est capable. Moi, ce qui me fait le plus peur sur ce match, j'ai pas envie de voir ça, mais j'ai peur que les Bills forcent trop et qu'ils blessent Josh Allen avant les playoffs. Ça m'embêterait. La semaine dernière, justement, je me suis fait la réflexion parce que c'est vrai que c'est un rock. Ça fait quelques matchs en plus où il broie, il se relève, c'est plus dur. Et là, ils jouent une défense qui est costaud. Puis là, ils vont y aller pour le tamponner. Ils vont y aller. Ça va être le but du jeu. Et on sait que s'il va falloir que imaginons les Bills courent après le score et Josh Allen joue au sauveur, Cooper DeJean va se régaler, va faire une interception ou deux dans le match et ainsi de suite. Alors après, faut prendre notre principe. On peut pas mettre le front en cause parce qu'à Philadelphie, c'est quand même pas la région la plus chaude des États-Unis. Clairement. Mais c'est compliqué du côté. C'est très très chaud. Quand il fait froid, c'est très très chaud du côté des Bills. Non, mais bien sûr. C'est des supporters qui se nourrissent de ça. À voir, mais je voudrais bien avoir ce match à 100% avec les deux équipes à 100%. Alors, on verra. Si Jalen Carter est là, je mets une pièce sur les Eagles. Si Jalen Carter n'est pas là, je mets les Bills. Voilà. Moi, je vais aller sur les Bills qui, comme tu l'as très justement dit, devront pas faire comme ils le font d'habitude parce que là, ils devront faire la course en tête. Contre les Pats, on savait qu'ils pouvaient être menés de 14 points, voire de 21 points. Ils ont fait une belle remontée. Là, c'est pas pareil. On a une défense qui peut faire des jeux. On a un running game qui peut être instauré parce que si Barkley commence à faire 7 yards par portée, il n'y aura pas match. Je sais pas si tu as vu le retour de la mi-temps contre les Commanders. Ils font un jeu de 13 minutes ou de 12 minutes, je sais. Non. Oui, 12 ou 13 minutes. En rentrant de mi-temps, un Barkley impérial. Ils mettent un jeu en place offensif de 12 minutes. Quand tu tues l'horloge, Josh Allen, il est en dehors du terrain. Pendant ce temps-là, il peut pas marquer. Donc, tu sais, tu marques à chaque drive, tu marques à chaque possession, tu marques à touchdown. Et Josh Allen n'a plus que 2 minutes pour revenir ou 3 minutes. Mais à un moment donné, ça va bloquer. Ça va. Surtout face à cette défense-là qui sait clairement aller chercher quelque chose. Exactement. Donc voilà, ça va être un match intéressant. Et ils savent faire tourner l'horloge. Ils sont terribles pour ça. Ils sont terribles. Ils sont très très bons. Après, on a un match intéressant, pour moi moins sexy au niveau des talents en présence, mais malgré tout très intéressant entre les Niners et les Bears. Au final, c'est un peu les deux équipes qui questionnent et qui gagnent. Donc, qui sortira son épingle du jeu? Ça se joue du côté des Niners. Moi, j'ai envie de mettre ma petite pièce sur les Niners, mais c'est pas simple du tout. Alors moi, il va falloir faire des choix parce que ça m'embête parce qu'il y a les bowls de fin de saison qui se jouent aussi en même temps du côté des college football.
Alors, je regarde Exactement. les balls, je regarde la NFL, et là, en plus, bah là, la NFL, maintenant, c'est la période de Noël, donc ils jouent en même temps que les balls, donc c'est hyper chiant. Mais moi, qui suis un grand fan d'amoureux du college football, ça perd un peu de sa saveur. Je comprends. Je comprends. Mais le Bears-Niners, il a à voir quand même, parce que je veux voir les Bears contre les Niners. Et là, par contre, on peut assister à un festival offensif des deux côtés. Et on peut finir à un 43-38, un truc comme ça, parce que les deux défenses prennent l'eau par rapport au talent qu'il y a en attaque. Hein, je dis pas, c'est surtout le talent qu'il y a en attaque. Les 49ers sont capables de prendre à la course des wagons de yards avec Kyle Monangai et d'Andre Swift de l'autre côté. De l'autre côté, pareil, les Bears sont capables de prendre des wagons de yards avec Kittle et tout ce McCaffrey. Bref, c'est vraiment un match intéressant à suivre. C'est un match très intéressant. Ouais. Et les deux ont quelque chose à jouer. C'est la tête de leur division ou la tête. Voilà, il y a des choses à jouer, quoi. Donc, c'est pareil. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ça va être très sympa. Et on finit la semaine avec un Falcons-Rams. Bon, pas de discussion sur celui-là. Stafford à 400 yards et avec 4 TD. Et puis voilà. La base, quoi. La base. La base. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Je sais pas si Papa Rico est toujours là. Toujours en vie, toujours présent, toujours debout. Bon, le Père Noël est parti, mais Rico est toujours là. Ah, Rico est toujours là. Écoute, je te laisse conclure en beauté, mon bon Rico. Bon, écoutez, on va surtout souhaiter de bonnes fêtes à tout le monde. Alors, on sait que les équipes de tout le monde ne peuvent pas gagner. Elles ne peuvent pas toutes être aux playoffs. C'est déjà bouclé pour certains. Mais c'est peut-être parce que vous avez été les connards cette année aussi. Hein, c'est peut-être de votre faute aussi. Qu'est-ce que t'as foutu cette année, on a un peu ce qu'on mérite parfois. Putain, ce manque de respect, l'arrogance. Qu'est-ce que t'as foutu, Johan? Je suis un ancien casseur de flag, il n'y a pas de respect, jamais. J'ai dit peut-être, hein, c'est forcément. Donc voilà. Donc, mais en tout cas, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Johan passe de bons Noël avec tes enfants. Rémi essaie d'en faire. Voilà. Que tout. C'est bien, ça va. J'ai 20 minutes que je la garde. J'en ferai pas, c'est très bien. On embrasse tous nos experts, FMB, Shaggy, Scooby, paix ton âme. Voilà, Olivier, Greg. Yellow qui promet toujours qu'il va venir, mais on ne sait pas où il est. La promesse éternelle de Yellow. Mais on le salue. Hein. On le salue. Et d'ailleurs, on respecte les Falcons. Hein, d'ailleurs. Yellow, la légende. Mais après, je leur prends pas trop la tête. Je les garde pour les playoffs. Voilà. Et cette fois-ci, on sait qu'Yellow aura un bon pronostic parce qu'il aura misé les Rams. Mais... Rico, il ouvre le cahier de jeu aux playoffs, lui. Rico, il est clutch. Pas avant. Donc voilà. Est-ce que vous avez un souhait pour ce Noël, un upset particulier, quelque chose qui vous ferait plaisir? Un upset particulier, non, mais mon souhait, c'est que les Pats ne fassent pas les cons sur les deux dernières rencontres. On a une place en playoff, la saison est d'ores et déjà réussie, donc à ce niveau-là, j'ai été gâté. Et merci Papa Noël du football, hein. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais voilà. Merci de m'avoir mis dans une division avec les Bills, les Dolphins et les Jets. Ouais, les Bills, c'est grossier de dire ça quand même. quand même, s'il vous plaît, respectons les Bills. Non, faut respecter personne, c'est pas drôle sinon. Et en NCAA, tu vois qui tirait son épingle du jeu, mon bon Johan. Alabama est encore sauvé. Oklahoma s'est tiré une balle dans le pied, donc bravo à eux. Ils ont été fantastiques. Par contre, là, moi j'ai mon petit coup de gueule sur les playoffs. Faut arrêter là, leur prendre des équipes qui n'ont pas le niveau clairement pour aller jouer en playoffs contre les gros programmes de college football. Bref, il y a ça. Moi, je réduirais. Je veux revenir à l'ancien ou aller au 6 maximum en playoffs. Voilà. Mais 12, ça fait trop. Et sinon, je vois bien de toute façon Ohio State qui est un grand favori parce que ils ont assuré, mais j'ai hâte de voir parce que moi, de toute façon, je ne manque jamais un Rose Bowl et le Rose Bowl de Pasadena entre Indiana et Alabama. Ça va être quelque chose. Ils peuvent mettre une correction à Bama si tout se passe bien. Ça peut être un changement d'air total du college football et je
Je voudrais bien avoir une petite piécette à Indiana Ohio State en finale de college football. Ça serait c'est beau. beau ça. Ça serait très beau. très beau. Ça Ça serait serait très beau. très beau. J'espère juste qu'Indiana va pas faire la grosse déception. Ce serait après, vraiment. Et ça peut arriver. Hein. On sait que leur saison on est est en tellement playoff. belle. Bah oui, la saison est Leur magnifique. saison est tellement belle. Ils ont gagné le titre de Big Ten, ce qui n'était pas arrivé. Incroyable depuis je sais plus combien de temps. Voilà, mais bref, Indiana, ces 2 dernières saisons, c'est l'équipe hype qu'il faut suivre du college football. En plus, ils ont vraiment clairement, ils ont re-signé leur coach dans des années et tout, tant mieux. Et voilà quoi, moi j'adore ces nouveaux coachs, Kelly Dillingham aussi de Arizona State qui n'a pas pu faire les playoffs cette année, mais que vraiment que c'est des coachs, des génies de l'offense. Pareil celui d'Oregon, j'adore Dan Lanning, c'est des coachs que j'aime bien. Voilà, ça prône l'offense et ça prône la raid et ça envoie des des passes à tout va. C'est un jeu de course solide aussi, bref, voilà. Mais à Ohio State, Indiana me hyperait bien. Ça éliminerait tous les frauduleux de la SEC, là. Voilà, ben, on connaît ton souhait, J'espère que tu auras ton cadeau sous le sapin, écoute. Le plus gros cadeau qu'on puisse me faire, c'est redonner vraiment un vrai genou à Patrick et une vraie O-line. Voilà. Et à Gardner Minshew, qui a emmené la glace pour Patrick le pauvre. Allez, il nous reste à tous vous saluer bien bas et à vous souhaiter d'excellentes fêtes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année. Voilà. Exactement. Allez, bonne soirée. Ciao. Salut Ciao à tout le tous. monde. Ciao. Looks to Martin, single coverage. He caught it. He's the best in the game. Touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. My Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. Dominique, Nika, s'en allait tout simplement. That's what I do. I wake people